Et ça, je peux le certifier. C'est les paroles de mon mari. C'était un beau sentier, mais il y avait trop de cloches. Il y avait trop de... Mais c'était un très beau sentier, très dur comme sentier. Parce que pour les monter une descendrie, j'aime mieux vous dire qu'elle pesait 250 mètres. Alors que s'est-il passé? À cette question que se pose tout le peuple de la mine, un homme va commencer à apporter quelques réponses. Ah bon, Tu te souviens du juge Pascal? tu au juge, comme disait mon frère. Et c'est lui qui avait instruit l'histoire de Brouillard-Nartois. Tout à fait, oui, oui. Un petit rondouillard. Un petit rondouillard, et puis il n'admet pas le secret de l'instruction. Alors il parle beaucoup trop pour certains, et il ne manquera pas de signaler que les houillères ont manqué de coopération à son égard. Ça donc, les houillères. Les houillères, comme tu dis. Je suis descendu le 30 décembre au quartier Sicillon, 3 jours après l'accident. Je voulais descendre avec mes experts et des mineurs quand tous les corps ont été remontés. Ils ont tout fait pour retarder ma descente. Avant, on me disait « Vous ne pouvez pas y aller, vous allez gêner les sauveteurs ». Ensuite, disait-il, il y avait encore trop de risques. Pourtant, les ingénieurs des mines descendent tous les jours entre le 27 décembre et le 30. Le 8 janvier, ce sont déjà des centaines d'heures qui ont été consacrées par les ingénieurs à la recherche des causes de l'accident. Les dimanches et jours de l'an ont été occupés à passer au peigne fin l'ensemble du chantier Sicillon. C'est ce qu'on peut lire dans la Voix du Nord du 8 janvier. Le petit juge, comme on l'appelle ironiquement, ne va pouvoir accéder au chantier que le 30 décembre pour rechercher la vérité. Il sera accompagné d'experts, de mineurs, mais sans greffier, ce qu'on lui reprochera plus tard. Les représentants CFDT, aidés par 4 ingénieurs du fond, dont M. Rameau, qui sera leur expert, remettent à la presse leur première constatation accablante pour les houillères. C'est par le biais de ce communiqué que la polémique est lancée, et on commence à murmurer que les 42 malheureux mineurs ont été victimes d'un manque de mesures de sécurité. La thèse de la fatalité, mise en avant par les responsables du service des mines, ne reçoit que peu d'écho dans les corons. Le mot fatalité, personne n'osait l'employer quand même. Hein. C'est quand même pas la fatalité qui les a tués. Voilà. Alors, il y a eu de la révolte tout de suite dans l'air, hein, de la crispation. Hein. Ça, c'est vrai, j'en témoigne. Mais bien d'autres, Olivier peuvent le dire, ce que je dis là. Hein. Que s'est-il passé? Pourquoi la lumière n'a-t-elle pas été faite sur ce drame? Pourquoi a-t-on dit que ce n'était pas une catastrophe comme les autres? Comme ancien mineur, j'ai dit, j'écris, j'ai considéré que ce chantier où s'était produit la catastrophe c'était pas un chantier bien rangé, je n'aurais pas aimé travailler dans notre temps, on travaillait dans des chantiers qui étaient beaucoup plus soignés que cela, quoi. Parce que dans les chantiers d'exploitation en particulier, un détail, je parle par exemple des galeries. Les galeries doivent être bien égales, il ne doit pas y avoir en particulier ce que l'on appelle au toit, disons, de zones de vide, parce que ça fait inévitablement, ça forme des poches où le grisou peut s'accumuler. À son tour, la CFDT se porte partie civile le 8 janvier, bientôt imitée par le syndicat des mineurs FO, afin d'avoir accès, bien évidemment, au dossier. 3 expertises sont maintenant en cours et les hypothèses contradictoires troublent les esprits. La perturbation est à son comble quand la commission d'enquête populaire se manifeste à grand bruit et publie ses communiqués. La commission axe son enquête autour de 2 idées très simples. Il y a eu coup de grisou, donc c'est qu'il y avait du grisou. Il faut poser le problème de la détection du grisou et de la ventilation. Il y a eu coup de poussière, parce que des corps carbonisés ont été remontés et parce que la déflagration s'est poursuivie sur 1500 mètres. Il y avait donc de la poussière. Les moyens de fixer cette poussière et l'arrosage,
les moyens d'arrêter rapidement un coup de poussier sont les tafanels. Les témoignages concordent sur les faits suivants. La galerie 72 était barrée par 2 madriers et les ventilateurs ont été enlevés 8 jours avant l'accident pour être transférés au 4. Le quartier Sissillon avait été chaulé pour la dernière fois en juin 1974. Il n'y avait pas d'arrivée d'eau. Cette bohète était très poussiéreuse. Il n'y avait pas de télégrisoumétrie. La température était évaluée aux environs de 38 degrés. De plus, les tafanels étaient mal entretenus et en nombre insuffisant. Le 13 janvier, 12 mineurs descendent au 3 bis pour maintenir les lieux en sécurité avec l'accord du juge Pascal. La direction ne prendra pas de gants pour remonter les effets personnels des 42 mineurs restés au fond. Elle trouve normal de faire redescendre un miraculé du 27 décembre pour faire la besogne. On m'a fait redévoiler 15 jours après pour rechercher les habits des hommes et des gens qui ont été tués. Et tout remonté au jour. Et de là, je suis redévoilé après. Puis bon, bah ça. Toujours, j'ai descendu parce que j'avais pas de choix. J'avais mes enfants, puis ma femme me nourrit. Et on m'a pas fait de cadeau. Hein. Poursuivant l'instruction, le juge Pascal va descendre au fond, accompagné des experts, des syndicalistes. Mes premières conclusions sont qu'il semble bien qu'il y ait eu un coup de grisou. Je dis il semble car il y a tout de même une hypothèse suivant laquelle le grisou retrouvé dans le corps des 2 personnes dont j'ai pratiqué l'autopsie, fait autopsie, peut provenir d'une accumulation dans leur sang de grisou pendant des années, depuis des années qu'ils en respirent. Ça, nous le verrons par la suite. Pour l'instant, je considère tout de même qu'il y a eu du grisou à l'endroit où ils étaient. Ils ont respiré du grisou. Par conséquent, il y a eu un dégagement de grisou. Alors, un problème se pose. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que de tels dégagements ne se produisent pas? C'est le problème de la sécurité. C'est le problème de l'étanchéité des barrages, des vieux travaux. Bon, eh bien, ces barrages ne sont pas étanches, mais on était en train de les construire. Alors, ce sera discuté. Je ne veux pas, pour l'instant, faire des conclusions trop hâtives. Deuxième sorte de question, c'est la question de l'accumulation possible du grisou, c'est-à-dire de l'aérage. L'aérage, normalement, doit être ascendant d'après le code minier. Il est descendant. Il est descendant parce que des dérogations ont été accordées. A-t-on eu raison ou tort de les accorder? On verra par la suite. C'est une réponse que je ne fais pas aujourd'hui. Troisième série de problèmes que nous nous posons, c'est le problème de la détection du grisou. Pas de télégrisomètre, absolument rien. Il n'y a absolument rien pour déceler le grisou et le gazier ne passe pas partout. Ce n'était pas une mine en exploitation, c'était seulement une mine en préparation, un quartier en préparation. Donc on discutera là-dessus aussi. Quatrième question, quatrième sorte de problème, c'est le problème de la mise à feu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui a pu mettre le feu au grisou? Pour moi, ça a beaucoup moins d'importance. Le reste, c'est secondaire. Le principal, c'est de ne pas créer le risque. Car on a créé un risque. Le quartier des Sissillons a été mis dans une situation de risque. Alors, il faut voir quelle en est l'origine. Cinquième question, il y en a encore une, c'est la question de la propagation. La propagation, il y a des stafanels, c'est-à-dire des arrêts de barrage. Ils paraissent avoir mal fonctionné. Ils ont mal fonctionné parce qu'ils paraissent assez mal installés et ils ne remplissent pas leur rôle. La preuve, c'est que des flammes ont été vues de l'autre côté de ces stafanels et des personnes ont été brûlées, des personnes ont été blessées, d'autres ont été tuées. Ce qu'il y a eu aussi dans cette période-là, bon, il y a eu la présence du juge Pascal qui a bousculé. Hein. En positif, quelque part, il a mis un petit peu les pieds dans le plat, mais ensuite aussi, on peut discuter quand même les compétences. Quoi. Il y a eu des côtés bien, il y a eu des côtés moins bien, mais dans les côtés bien, c'est qu'il a inclus un peu les syndicats dans son enquête. Hein. Alors, ce que l'on n'était pas autorisé du point de vue du service des mines ou des houillères, nous l'avons obtenu avec Pascal. La presse de l'époque se fait volontiers l'écho des déclarations médiatiques du juge Pascal, qui ne se prive pas de critiquer le secret de l'instruction. Elle relate également cet immense élan de générosité qui se déclenche dès le 27 décembre dans le pays minier, dans le pays et dans le monde entier. Les dons, témoignages de solidarité, affluent de partout et sont centralisés à la mairie de Liévin qui doit ensuite les répartir entre les familles plongées dans le désespoir et qui ont aussi besoin de réconfort. On a eu des dons, c'est vrai. Mais
pas les sommes qu'ils ont dit vis-à-vis des veuves. Hein. C'est pas vrai. Ce que je reproche, c'est qu'on a amplifié les choses sur les journaux. On nous a collé une étiquette en disant que nous avions touché des millions et des millions, ce qui est absolument faux. Moi, personnellement, j'ai eu 32 000 francs au moment de la catastrophe. Ces 32 000 francs, bon, je ne vais pas dire que j'ai tout investi dans le monument de mon mari, mais j'en ai investi une bonne partie. Et alors que les gens ont cru que on vivait très très bien, parce que justement, ces dons nous avaient permis de bien vivre. Est-ce qu'on vous a collé une étiquette? Oui. Vous me direz. Les veuves joyeuses, avec plein d'argent. Ça fait 26 ans. Au bout de 26 ans, on est encore sur la langue des gens, parce que maintenant, quand on achète une voiture, bon, forcément, j'ai passé mon permis tout de suite après le décès de mon mari. Quand on achète une voiture, maintenant, elle n'est pas gênée avec les dons qu'elle a eus. On a entendu des choses qui faisaient mal. Tout de suite, les veuves joyeuses, c'est tout, on va faire les 400 coups, on va avoir plein de pognon, Alors rien de tout ça, ça ne ressemble à rien, ça. Moi, il y a un monsieur qui m'a dit une fois, et il n'est pas loin, il habite en face, il m'a dit, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas touché des millions. On a dit qu'on avait beaucoup d'argent, alors que ce qu'on a eu, c'était les dons des gens, récupérés des gens, bien sûr, des usines, un peu partout. Et ça faisait pas une somme extraordinaire? On n'a pas eu des millions, des milliards, je sais pas. On n'a pas eu... On a eu de quoi vivre. Comme les avocats ont dit au tribunal, elles ont de quoi survivre. Et pourtant, l'administration des houillères viendra encore alourdir leur chagrin. Nous avons eu les fiches de paye donc, le 10 janvier. Nos maris étaient décédés le 27 décembre. Nous nous sommes aperçus qu'il y avait 3 absences sans garantie sur la fiche de paye. Quand nous avons posé la question, on nous a répondu que c'était logique qu'il manquait 3 journées puisqu'ils étaient décédés. Mais enfin, quand on est dans un cercueil, je ne sais pas comment on peut faire pour les travailler. Puis non seulement ça, mais nous avons eu des bleus de retirés. Certaines veuves ont eu des filles et d'autres des bottes. Enfin, je crois que là, il y aurait pu avoir un minimum de savoir-vivre, enfin, éviter d'enlever ces choses-là qui avaient déjà subi un gros traumatisme et de voir que leur fiche de paye n'était pas en conséquence de ce qu'elles auraient pu attendre. Je viens en effet d'inculper ce matin le chef du siège 19 de Lens. Le chef du siège 19 de Lens, dont dépend la fosse 3 bis de Liévin, où s'est produite la catastrophe du 27 décembre. Je crois que le juge Pascal a été trop vite pour l'inculpation. Monsieur Coquidé, c'est un ingénieur quand même qui avait des capacités, qui travaillait constamment avec le Grisou, essayer de rechercher tout ce qui était possible de faire pour améliorer et l'incriminer puis le mettre responsable. C'était une grave erreur pour moi. Monsieur Coquidé, fils de mineur, est projeté ainsi et malgré lui dans les feux de l'actualité. Sa carrière, son humanité sont pourtant exemplaires et il est aimé par les mineurs. C'est un homme simple et par ailleurs son nom est associé à des publications sur la lutte contre les poussières au fond, reconnues par des spécialistes tant en France qu'à l'étranger. Le juge Pascal se rend compte que l'avocat de M. Coquidé a connaissance de 2 erreurs de sa part dans l'instruction du dossier. Il provoque une réunion afin de connaître les intentions de la défense. Devant la détermination de celle-ci à utiliser ces 2 cas de nullité, il transmet son dossier devant la chambre des accusations de la cour d'appel de Douai pour avis. Celle-ci décide d'annuler 8 procès-verbaux et de dessaisir le juge Pascal du dossier. Il y a eu 2 cas de nullité qui ont été évoqués. Les 2 cas de nullité sont les suivants. Ils valent la peine d'être racontés, je crois. Le premier est celui-ci.
Je suis allé au fond de la mine sans être accompagné d'un greffier. Le greffier m'a accompagné, mais est resté à la surface. Je suis descendu seul par l'ascenseur. J'ai visité la mine avec les gens qui se trouvaient là à plusieurs reprises. Je voulais simplement non pas interroger les gens au fond de la mine, car j'avais d'autres soucis que les interroger, il fallait que je me tienne debout, etc. Et je n'ai absolument interrogé personne. Je voulais simplement savoir ce qui se passait pour pouvoir interroger en connaissance de cause. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. Les gens voulaient interroger ensuite avec mon greffier dans l'enceinte des houillères. D'autant plus que les mines, les ingénieurs des mines, la direction des houillères me disait surtout attention, si vous allez au fond de la mine, méfiez-vous, votre vie est en danger, vous risquez des éboulements, etc. Donc on me reproche de n'avoir pas fait courir à autrui le même danger que je courais moi-même. Bon, deuxième cas de nullité, M. Coquidé, ingénieur des houillères que j'ai inculpé, a déclaré « je ne veux pas parler aujourd'hui ». Alors je lui ai malgré tout notifié les conclusions des rapports d'expertise de mes experts judiciaires qui donnaient tort entièrement aux houillères nationales, aux houillères. Et M. Coquidé m'a dit, sans que je l'interroge à ce moment-là, il me dit « je n'ai commis aucune faute et je n'ai rien à me reprocher ». Eh bien, on a inscrit « je n'ai commis aucune faute et je n'ai rien à me reprocher ». Il paraît que c'est une violation flagrante des droits de la défense. C'était une période très, très désagréable parce que l'enquête avait progressé, puis ensuite il y avait tendance, avec on pouvait discuter, et puis ensuite, sous des prétextes divers, en définitive, à travers le juge Pascal, on remettait en cause beaucoup de choses, quoi. C'est donc une enquête qui reprenait, ça a perturbé, je dirais, ça a perturbé le déroulement normal de l'enquête. Un autre événement survient le 27 octobre, d'ordre technique cette fois. Le magistrat instructeur rend public le rapport du service des mines qui va déclencher une contestation unanime des syndicats et de la population. Pour résumer le rapport du service des mines, si on admet quelques légères défaillances, elles ne sont pas à l'origine de la catastrophe et l'on disculpe nettement les houillères. Beaucoup sont indignés par cette conclusion qui affirme nettement « il n'y a pas lieu à une suite judiciaire, je n'en propose pas ». En d'autres termes, le rapport du service des mines sur la catastrophe de Liévin conclut simplement à la fatalité. Depuis longtemps, toutes les hypothèses vont faire l'objet de commentaires, de controverses, de comptes rendus dans la presse. Discussion le plus souvent orientée sur les causes de l'inflammation du grisou, faisant perdre de vue les raisons de la présence de ce grisou et les poussières à l'origine de la catastrophe. Et une autre poussière semble peu à peu recouvrir les dossiers que l'on agite de temps en temps à la barre du tribunal. Le 9 février 1976, M. Coquidé est de nouveau inculpé. Chambre des accusations de la Cour de Douai, chancellerie, retour à la chambre des accusations le 29 mai 1978, qui renvoie Augustin Coquidé devant le tribunal correctionnel de Béthune. Mais il n'était pas seul responsable. Moi, pour moi, non. C'était au plus haut niveau qu'il aurait fallu frapper, puis ça n'a jamais arrivé. En avril 80, la bataille d'experts reprend à Béthune. Augustin Coquidé est seul sur les bancs des accusés. Monsieur Dornano, ministre de l'Industrie, est absent. Messieurs Eke et Lacoste, responsables des houillères cités par la CFDT, sont seulement entendus comme témoins. Le 23 janvier 81, le chef de siège de la fosse 3 de Liévin est condamné à 10 000 francs d'amende et 1 000 francs de dommages et intérêts à chacune des parties civiles. Les responsables des houillères sont relaxés. Le jugement est confirmé par la Cour de cassation le 28 septembre 84, 10 ans après la mort tragique de 42 mineurs. Le combat parallèle mené par les syndicats pour que les 116 orphelins et leurs mères obtiennent une réparation civile échoue. Il aurait fallu que la justice reconnaisse le principe de la faute inexcusable. La commission de la sécurité sociale auprès du tribunal d'Arras, puis la cour d'appel de Douai et la cour de cassation ne retiennent pas cette notion et la responsabilité des houillères est dégagée. La loi n'aura pas servi la cause des victimes. Pour beaucoup,
La condamnation de M. Coquidé n'est pas satisfaisante. Ils verront dans ce jugement la condamnation d'un homme faisant office de fusible, l'inculpé de service, le condamné de service. Connaissant M. Coquidé, connaissant sa réputation, à quel point il était estimé par ses supérieurs hiérarchiques, le souci qu'il avait de la sécurité dans la mine et de la sécurité de son personnel, le respect qu'il avait de son personnel qui le lui rendait bien, j'ai du mal à croire qu'il ait pu avoir négligence de sa part. Dans cette affaire, bon, ben c'est le lampiste. Hein. Il a payé parce qu'il fallait bien que quelqu'un paye. Et le résultat, c'est que comme il était déjà très perturbé par ces catastrophes, ça se comprend, bon, le fait qu'on l'ait condamné même à une simple amende, ça l'a vraiment achevé. Et finalement, il est tombé en dépression et il n'en est jamais sorti. Hein. C'est vraiment la 43e victime de la catastrophe. Depuis décembre 1974, le quartier Sicillon renferme toujours son secret. Que s'est-il passé? Pourquoi la lumière n'a-t-elle pas été faite sur ce drame? Pourquoi a-t-on dit que ce n'était pas une catastrophe comme les autres? Dès le départ, on était nous des houillères, qui connaissons bien du siège, et y compris après les gens du Serchard, on a été très surpris, dans la mesure où l'explosion a parcouru un grand nombre de centaines de mètres de galeries, donc a été très étendue, mais en même temps, comme je viens de vous le dire, très, très faible, d'effet dynamique très faible. Donc ce qui était absolument nouveau. Donc là, on avait à la fois la caractéristique de l'étendue, mais on n'avait pas la violence. Donc au départ, on n'a pas compris. Et très très vite, les analyses faites par les spécialistes du Serchard ont montré que les poussières avaient réagi. Donc on est sûr qu'il y a eu ce que communément on appelait un coup de poussière, mais on ne pouvait plus l'appeler comme ça. Et des essais en laboratoire en France et dans les mines expérimentales européennes, et en particulier en Allemagne, ont montré que ça a été une flambée de poussière. C'était une nouveauté en somme de cette catastrophe. Tu sais Fred, le charbon, c'est un véritable danger. Il contient du grisou. Et ce dernier, il s'accumule dans le toit des galeries. Donc le devoir de l'exploitant, eh bien, c'est de le repérer et ensuite de le ventiler. Où y avait-il du grisou? Puisque le grisou a réagi. Donc où y avait-il du grisou? Là aussi, il y a une certitude et des hypothèses. La certitude, c'est qu'il y en avait, j'allais dire, forcément dans le cul-de-sac du WC 72. Parce que c'était donc une galerie qui avait été, dont on avait retiré l'aérage, une galerie en cul-de-sac. Surtout que pendant 4 jours, il y a eu une dépression barométrique importante. Donc qui dit dépression barométrique dit extension du volume. Bon là, ça ne pouvait pas venir des anciens travaux, enfin de ce qu'on appelle les staples, parce que ça il n'était pas démarré, donc il n'y en avait pas. Mais par contre, dans le WC 72, il y a un volume suffisant pour que son expansion puisse lâcher de l'air, un mélange grisoteux suffisamment riche pour constituer donc un danger. Donc ça, c'est une certitude, il y avait du grisou au WC 72. Et qui a pu donc, par ce phénomène de gonflement par la pression barométrique, envahir un petit peu la partie aérée, par exemple faire ce qu'on appelle une nappe au toit. C'est donc, là, la nappe au toit, on n'en est pas sûr, mais c'est tout à fait probable, enfin possible en tout cas. Et il n'y a pas que cet endroit-là qui peut avoir Alors, le deuxième endroit où éventuellement il pouvait y avoir du grisou, c'est le VM33, c'est-à-dire c'était donc un montage en charbon, qui lui aussi est un aérage secondaire. Bon, si normalement, donc un aérage secondaire en fonctionnement. Donc si normalement l'aérage secondaire était correct, il ne pouvait pas y avoir d'atmosphère grisouteuse, explosive dans cet ouvrage. Par contre, s'il y avait un défaut d'aération, ce qui est possible, il pouvait donc y avoir